Merci à tous, merci à toutes et tous d'être avec nous. Vous êtes nombreux, vous êtes inscrits, donc merci beaucoup d'être présents. Nous allons parler aujourd'hui de la formation des ressources humaines en santé dans les contextes à faibles ressources. Et nous allons prendre l'exemple de l'anesthésie loco-régionale et voir en quoi c'est un modèle qui peut être transposable à d'autres formes de formation des ressources humaines. Donc, pour commencer, je me présente en quelques mots. Nathalie de Souza Santos, je suis consultante en santé. Je travaille depuis à peu près 30 ans dans le secteur des ONG et particulièrement dans le secteur des ONG médicales depuis une quinzaine d'années. J'ai dirigé les activités de la Chaîne de l'Espoir, qui est une ONG qui fait de la formation en chirurgie dans les pays à faibles ressources. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à la question de la chirurgie et de l'anesthésie. Et spécifiquement, depuis un an, j'ai travaillé sur la question des bénéfices de l'anesthésie loco-régionale. Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous intervenons aujourd'hui dans le cadre d'une initiative qui est le Future of Hospital and Health Systems Initiative, donc l'initiative pour l'hôpital de demain et les systèmes de santé. Donc c'est une initiative qui a été créée il y a à peu près un an et demi par l'Agence française de développement. Vous voyez les logos en bas, donc l'Agence française de développement, le réseau de l'AKDN, la GACAN, Geneva Sustainability Center qui fait partie de la Fédération internationale des hôpitaux, et deux ONG que sont Climate Action Accelerator et la chaîne de l'espoir. Et c'est aujourd'hui la chaîne de l'espoir qui organise ce webinaire que j'ai le plaisir de modérer et de présenter. Alors cette initiative hôpital, en quelques mots, elle a pour objectif de créer, de partager des outils, de partager des compétences et des connaissances pour que tous ceux qui s'intéressent à l'hôpital puissent demain travailler sur un modèle d'hôpital qui soit plus résilient sur le plan climatique, plus durable, plus adapté, notamment dans les pays et les contextes à faibles ressources, adapté à la situation locale de manque de ressources humaines, par exemple, ou de problématiques climatiques aiguës. Voilà, donc dans ce cadre aujourd'hui, nous allons parler de l'anesthésie loco-régionale. Nous allons montrer en quoi cette forme d'anesthésie présente des bénéfices très intéressants, notamment pour les pays à faibles ressources. Comment elle est aujourd'hui pratiquée, quelles sont ses réalités. Nous allons voir comment elle est enseignée et comment des formateurs aujourd'hui forment également des formateurs à l'anesthésie loco-régionale. Voilà, donc nous allons avoir deux parties pendant ce webinaire. La première partie sera une table ronde qui regroupera trois intervenants. Et la première table ronde s'intitule L'anesthésie loco-régionale, le nerf de l'Afrique. Donc pour ceux qui aiment les jeux de mots, peut-être que vous aurez vu le jeu de mots qui se cache dans ce titre. Et nous allons voir quelle est aujourd'hui la pratique de l'anesthésie loco-régionale en Afrique, quels sont ses bénéfices et comment donc on assure la formation et quel est l'avis des sociétés savantes sur cette forme d'anesthésie. Et nous aurons directement la deuxième table ronde dans laquelle nous aurons quatre intervenants cette fois-ci. Et là, il s'agira de parler de l'enseignement de l'anesthésie loco-régionale à des non-médecins. Nous allons nous poser la question de pourquoi former des non-médecins à l'anesthésie loco-régionale, comment le faire, et puis quels sont les obstacles et quels sont les leviers pour pouvoir le faire. Donc j'accueille maintenant les trois premiers intervenants de cette première table ronde. L'ALR, le nerf de l'Afrique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Afa Kensiri, qui est la présidente électe de l'AFSRA, donc c'est la Société africaine d'anesthésie loco-régionale. Nous avons le docteur Xavier Ringeval, qui est anesthésiste réanimateur à Paris. J'ai oublié de mentionner que le professeur Nsiri travaille au Maroc. Docteur Ringeval, donc anesthésiste réanimateur à Paris. Et le docteur Thomas Kefas Malo, qui lui est anesthésiste au Nigeria. Et donc, ils vont nous présenter la situation de l'anesthésie en Afrique. Et professeur Nsiri, je vous laisse la parole pour cette première intervention. Merci Nathalie.
Bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. Je remercie les organisateurs. Voilà, moi, je commence ma présentation. Déjà, ça a été présenté par Nathalie. Je suis professeure à Farnserie. J'exerce autant qu'anesthésiste réanimateur à Casablanca et je suis présidente électe de l'African Society of Regional Anesthesia. Next. Je vais d'abord commencer par un petit peu dire c'est quoi l'anesthésie loco-régionale. Pour ceux qui ne sont pas des anesthésistes, l'anesthésie loco-régionale fait partie de les techniques d'anesthésie et il a une partie qui est importante que elle peut être plus sécurisante dans des situations où l'accès aux produits, enfin, et aux techniques d'anesthésie plus élaborée peut être difficile. Elle reste un pilier important de l'anesthésie, même dans enfin, on va dire les milieux les plus équipés. Et c'est un intérêt important, surtout aussi pour les pays où il y a des difficultés, par exemple l'Afrique, où on peut parfois avoir des difficultés d'accès aux soins. Et l'anesthésie régionale a prouvé son intérêt dans plusieurs domaines, tels l'obstétrique. L'obstétrique, c'est parmi on va dire, les fils où l'anesthésie régionale a vraiment prouvé son intérêt. Alors, next. Alors pourquoi l'anesthésie loco-régionale, elle est importante en Afrique? Il y a, on a dit parce qu'il y a de la sécurité, il y a aussi le cost, c'est-à-dire le coût qui peut être moins onérant en ayant recours aux techniques d'anesthésie loco-régionale que l'anesthésie générale. Et vu la situation dans la plus grande partie de l'Afrique, ça peut être très intéressant. Aussi parce qu'il y a un problème très important en Afrique, c'est le problème des ressources humaines et le problème de matériel. Parfois, quand on a recours, enfin pas parfois, quand on veut avoir recours à l'anesthésie générale, on a besoin de machines d'anesthésie. Normalement, même en loco-régional, on doit avoir ces machines, mais dans des situations d'exception, quand on a le matériel qui est vraiment très réduit, l'anesthésie loco-régionale peut donner un coup de main et peut sauver la situation. Et bien sûr, l'anesthésie loco-régionale aussi, elle peut améliorer le devenir des patients parce que ça donnera vraiment un apport dans la douleur, la prise en charge de la douleur. Il y aura moins de douleur pour les patients post-opératoires et ça, c'est prévu. Les patients peuvent être mobilisés rapidement et aussi avoir vraiment la durée d'hospitalisation peut être réduite en utilisant l'anesthésie loco-régionale, ce qui peut vraiment être d'un intérêt important dans ces situations. Euh, Next. Voilà, on peut voir, ça c'est à nous, c'est des situations qui sont réelles dans des hôpitaux, ce qu'on peut appeler hôpitaux dans des régions d'Afrique. Et on voit que, par exemple, cette dame, elle est sous anesthésie loco-régionale, on a pu lui faire de l'arachie. On peut voir que la situation en question de matériel est très difficile, mais au moins on a pu avoir une anesthésie. Et cette patiente, on a pu lui procurer une anesthésie qui lui permettra d'avoir une césarienne dans des conditions, on va dire, plus acceptables et plus décentes. Alors, next slide. Dans l'Afrique, il y a plusieurs barrières. Il y a la première barrière est nous, enfin, en tant que professionnels de santé, autant que enseignants, on peut peut-être jouer sur, c'est la limitation à l'éducation, au training, cette limitation aux ressources d'éducation. Parce que là, il faut faire des formations. Ça, c'est le rôle des sociétés savantes. Il y a aussi un problème d'équipement parce que quand même, l'anesthésie loco-régionale, c'est vrai qu'il demande moins d'équipement que l'anesthésie peut-être générale, mais aussi il y a des choses telles que les échographies
et aussi les aiguilles et le matériel, les anesthésiques locaux. Il y a aussi qu'il y a un problème, il n'y a pas de protocole, c'est pas standardisé et il y a tellement que c'est hétérogène sur le continent africain que c'est difficile d'avoir les mêmes guidelines parce qu'il y a des guidelines qui sont enfin, mondiaux, mais parfois il faut absolument faire des adaptations locales pour ces guidelines. Next. Là, c'était euh, je vois plus de slides, s'il vous plaît. Est-ce que c'est juste pour moi? Euh, En tout cas, je peux parler, c'était une étude qui était faite en collaboration avec l'ESRA. L'ESRA, c'est l'European Society of Regional Anesthesia. Et on voit que la plupart, plus de 60% au niveau de l'Afrique, n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la formation, ils n'ont jamais vu de neurosimulateur. C'est un matériel qu'on peut utiliser pour détecter les nerfs et pour les anesthésier. En fait, il n'y a que 16% qui ont le neurostimulateur le neurostimulateur et qui peuvent l'utiliser. Euh, En fait, l'AFSRA, elle est née en 2010 et c'est l'African Society of Regional Anesthesia pour rejoindre ce qu'on appelle les sociétés sœurs, sister societies, c'est-à-dire l'américaine, l'asiatique, l'européenne, qui sont bien nées avant, mais c'est la dernière, c'est l'African Society et qui est née en 2010, a été fondée par professeur Aziz Izzet du Caire, c'est un professeur d'anesthésie au Caire et on a pu avoir plusieurs, euh, voilà, qui est toujours le président de la société. Et là, il y a une photo qu'on a prise dernièrement dans le congrès qui a été en Nairobi en octobre 2024. Et on voit le membre du board. Next, next. Alors, l'AFSRA, c'est quoi non, non, est-ce qu'on peut retenir? En fait, l'AFSRA, c'est quoi l'AFSRA? Pourquoi? Alors, c'est là pour promouvoir la formation, l'éducation, pour promouvoir la recherche et aussi l'excellence. Et l'intérêt essentiel, ce qu'il veut vraiment, un de nos goals, de nos objectifs importants, c'est qu'il y a une connexion africaine et internationale d'experts. Ça, c'est pour essayer de promouvoir et d'améliorer et vraiment amener la loco-régionale en Afrique à un standard important. Alors, et bien sûr, surtout, tout ça, c'est pour avoir des safe practices. Mhm. Next, next. Ça, c'est les différents ambassadeurs. Et là, c'est juste pour vous relater un petit peu les différents besoins dans les différents pays africains. Ça, c'est les anesthésistes qui parlent qu'il y a vraiment un besoin dans c'est vrai, dans les aiguilles, un besoin peut-être l'ultrasound, mais aussi un grand besoin dans la formation. Next. Ça, c'est ici, on a un petit peu, oui, next. C'est-à-dire qu'il y a un problème de ressources, un problème de staff, un problème d'administration, il y a un problème de manque de qualité dans le support, la communication. Tout ça est aussi un manque que ce soit durable, dans la durabilité. Alors, ce qu'on propose comme problème, surtout des solutions à ces problèmes, à notre niveau, next, c'est de surtout donner une aide pour le teaching, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait une formation. C'est vrai, il faut qu'il y ait un leadership training. C'est pour ça, la formation des formateurs est très importante. C'est pour ça, quand on y va voir ces pays, il faut qu'il y ait une formation de formateurs. D'ailleurs, on verra dans le webinaire des résultats dans ce sens. Il y a aussi, il faut que les infrastructures soient améliorées, il faut qu'il y ait une implémentation de recherche et bien sûr, il faut que les professionnels de santé soient bien rémunérés pour avoir une durabilité parce que vous connaissez qu'il y a une exode bien sûr, des professionnels de santé. Next.
Là, ce qu'on fait autant que AFSRA pour un petit peu essayer de améliorer le niveau de formation. Ça, c'est notre différents webinaires qu'on essaye de toucher une plus grande partie des professionnels de la santé. Next. Aussi, ça, c'est plusieurs ateliers sur place. Ça, comme c'est des ateliers qu'on avait fait à l'Ouganda et aussi au Soudan. Next. Ça, c'est nos différents congrès annuels. Ces dernières années, on a fait en Égypte, au Maroc. Il y avait le dernier à Nairobi, au Kenya. Next. Voilà, c'est les différents ateliers sur place et les hands-on qu'on a pu organiser avec des grands experts au niveau mondial qui se déplacent en Afrique et avec qui on fait des ateliers pour améliorer l'éducation et la formation des médecins anesthésistes. Next. Voilà, aussi, parmi nos priorités, c'est la recherche parce que pour évoluer dans le domaine, il faut absolument qu'il y ait une recherche, il faut absolument qu'il y ait des bases scientifiques et des bases qui sont vraiment bien, euh, bien solides. Next. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Notre vision. Notre vision, il faut absolument que les prochaines générations d'anesthésistes en Afrique soient bien formées en anesthésie loco-régionale, qui permettra d'améliorer la pratique et aussi qu'ils forment les prochaines après générations. Il faut qu'il y ait des pratiques d'anesthésie loco-régionale qui sont bien solides pour pouvoir avoir une durabilité et aussi il faut qu'il y ait de l'innovation et qu'on améliore ces pratiques en Afrique. Tout ça, bien sûr, c'est pour qu'il y ait une prise en charge correcte des patients et surtout safe et sécurisante. Next. Merci pour votre attention. Merci. Merci, professeur Ntsiri, pour cette première intervention donc, qui nous donne déjà une première idée de l'intérêt de l'anesthésie loco-régionale pour les pays d'Afrique, des pays dans lesquels le nombre d'anesthésistes manque, les moyens manquent, et vous nous montrez que l'anesthésie loco-régionale peut apporter un meilleur confort pour le patient, peut améliorer la sécurité, un retour plus rapide au domicile, etc. Et les sociétés savantes telles que l'AFSRA soutiennent cette formation à l'anesthésie loco-régionale. Donc merci à vous. Je passe tout de suite la parole au docteur Xavier Ringeval, qui va justement nous parler de la formation et comment on peut disséminer la formation par le biais de la formation des formateurs. À toi, Xavier. Bonjour, merci d'être parmi nous. Nous venons de voir la position de Madame la Présidente de la Société africaine d'anesthésie et je voulais vous présenter dans le cadre de l'initiative Hôpital du Futur le programme de renforcement de l'anesthésie loco-régionale en Afrique de l'Ouest que la chaîne de l'Espoir propose et essayer d'extraire quelques messages clés pour faire circuler le savoir entre pays à ressources différentes en insistant sur quelques leviers pouvant augmenter la diffusion de celui-ci. Non, diapositive juste avant, s'il vous plaît. Cette carte présente, non, celle-ci, oui. Cette carte présente les sites d'action du programme en collaboration avec les sociétés d'anesthésie des pays concernés ou les hôpitaux universitaires demandeurs, que ce soit au Burkina, Bénin, Mali, Togo, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal ou autres, pour faire simple, essentiellement dans les pays francophones où la chaîne de l'espoir est implantée depuis plus de 30 ans. Diapositive. Ce modèle donc de programme se décline selon 5 axes et nous survolerons rapidement les 4 premiers. Premièrement, la formation de formateurs, on vient de le voir. Deuxièmement, l'équipement en matériel qui reste un des éléments essentiels pour la diffusion de ces techniques. Troisièmement, les éléments d'évaluation de ces formations. Quatrièmement, les axes de démultiplication et de diffusion de la formation. Cinquième point sera abordé dans la deuxième partie de ce webinaire. Diapositive. Le premier axe, la formation de formateurs en utilisant une méthodologie. Pourquoi enseigner une méthodologie?
À l'heure de la multiplication des données en accès libre sur Internet, il paraît plus judicieux de contribuer à la diffusion du savoir en se concentrant sur comment apprendre à apprendre, plutôt que d'insister sur le contenu qui est déjà accessible partout sur le net. Curieusement, on remarque une prolifération des supports exhaustifs, mais très peu, voire pas du tout de méthode. Et l'un des axes forts de ce programme est d'en proposer une. Une méthodologie, ça permet d'uniformiser la formation de l'apprenant formateur et aussi du bénéficiaire. Cela permet de transmettre, quel que soit le niveau de ressources, de réapprendre un vocabulaire commun indispensable pour ce programme entre différents pays, entre différentes cultures, entre différentes langues et pour le suivi après. On parle ainsi des mêmes choses. Le deuxième point est la formation des formateurs. Former des formateurs implique forcément l'apprenant formateur dans sa mission à transmettre à un tiers. Elle l'engage à diffuser, alors, sur les bases du volontariat ou alors, selon le serment d'Hippocrate, ses connaissances aux autres. C'est une des contreparties que nous, on demande à cette formation qui est délivrée à titre gratuit. En formant des formateurs, on s'appuie sur les référents locaux et on augmente la diffusion par effet des multiplicateurs, ce qui est un des objectifs principaux du programme. Diapositive. Deuxièmement, on l'a vu, on l'a rappelé avec le professeur, continuer à équiper les hôpitaux en échographes en fournissant des appareils dédiés, qui est un prérequis indispensable au développement de ces techniques. C'est cette révolution de l'utilisation des échographes, habituellement réservée aux radiologues et aux cardiologues, qui a bouleversé nos pratiques il y a une vingtaine d'années, et c'est ça qui doit être apporté aux pays à faibles et moyennes ressources. C'est cette révolution qui nous a permis, nous, d'augmenter la sécurité des opérations, d'en diminuer les complications, de diminuer les coûts des actes opératoires en permettant une meilleure qualité des soins. Son utilisation donc en anesthésie loco-régionale est recommandée par toutes les sociétés internationales comme facteur augmentant la sécurité des procédures. Et si celle-ci demeure très peu pratiquée en Afrique de l'Ouest, c'est essentiellement à cause de l'indisponibilité du matériel requis, du manque de formation à cette technique spécifique. Donc, l'un des aspects financiers de ce programme vise à doter chaque pays dans lequel nous intervenons avec la chaîne de 5 à 10 échographes au minimum par pays. Troisième point, évaluer les formations par l'utilisation de nouvelles technologies et par l'aide à la publication scientifique qui illustre le transfert ultime des techniques enseignées. Les récentes coupes budgétaires nous imposent doublement à nous distinguer sur les indicateurs d'efficacité des formations. Nous devons évaluer les formations avec des résultats et des outils dédiés. Cela ne suffit plus à nous, organisations extérieures, de regarder uniquement le nombre de formations effectuées. Nous devons analyser de façon pragmatique les modifications dans la pratique de tous les jours. Nous avons développé pour cela une application smartphone qui suit la courbe d'apprentissage par formateur, par centre et par pays. Nous effectuons également un suivi par groupe WhatsApp, pays par pays, pour accompagner et pour répondre aux difficultés d'apprentissage. Nous organisons annuellement une réunion multi-pays d'aide à la publication scientifique avec des experts sur Paris, Genève, Lausanne, pour valoriser l'appropriation des techniques enseignées et chercher des indicateurs pertinents locaux en redéfinissant les concepts adaptés à l'Afrique, au terrain, qui se distinguent de la littérature scientifique internationale. C'est ainsi que la capacité à allaiter son enfant ou de préparer soi-même son repas, la prise en charge de la douleur pendant que la famille rassemble les fonds nécessaires à son opération, deviennent des indicateurs pertinents pour ces études effectuées sur place. Quatrième axe, la démultiplication de la formation en recrutant un pool d'ambassadeurs africains réunis autour de la même pédagogie. Une des clés pour démultiplier l'impact est de travailler en collaboration avec les sociétés nationales, mais aussi avec les différents acteurs du terrain, avec une approche multi-pays, multi-organisation, les ressources sur place étant rares. Alors, c'est assez souvent avec des organisations comme le CICR, très impliquées sur le terrain, que l'on retrouve des médecins experts, engagés et réunis autour de cette même façon d'enseigner.
C'est également un facteur important d'identification pour les gens formés, d'échanger avec des médecins qui partagent leur langue, leurs difficultés, leurs astuces lorsque les ressources d'approvisionnement sont incertaines ou limitées. Cela a permis notamment de poursuivre ce programme dans des régions où, pour des raisons géopolitiques, je ne suis plus autorisé à aller. C'est ainsi qu'a pu se réaliser les ateliers de Cathy à Bamako en août 2024, une formation au Burkina en janvier 2025 et 2 sessions au Nord Kivu en RDC en février et juin 2025. Cela permet également de l'étendre à d'autres parties de l'Afrique, mais surtout d'en assurer sa durabilité et sa pérennité. Quelques chiffres sur ces 3 dernières années où le programme a été intensifié grâce à l'appui logistique de la chaîne de l'espoir. Environ 150 à 200 praticiens bénéficiaires chaque année dans plus de 10 pays, médecins ou techniciens. Une méthodologie validée basée sur la transmission aux autres, une dizaine d'ambassadeurs africains acquis au format de cette formation, 5 publications internationales scientifiques publiées, 4 en attente, 12 travaux en cours. Des partenariats avec différentes ONG, que ce soit le CICR, MSF, Second Chance, implantés sur place. Et récemment, l'édition de la totalité du cursus en ligne, en vidéo, sur la plateforme Third Hub des Nations Unies, en accès gratuit. Je voulais terminer par 2 diapositives rapides qui nous permettent de faire le lien avec les autres groupes de travail de l'initiative Hôpital. Car non seulement ces techniques augmentent la qualité des soins, indépendamment du niveau de ressources, mais elles sont moins chères que l'anesthésie générale traditionnelle et ont un impact environnemental moindre. Que ce soit par la non-utilisation des gaz anesthésiques à effet de serre ou des produits anesthésiques intraveineux toxiques pour les sols et les eaux, ou par les déchets plastiques, verres et autres dispositifs à usage unique générés. À gauche de cette diapositive, on montre les dispositifs utilisés pour une anesthésie générale, de type classique, par exemple une fracture de l'humérus. À droite, ce que j'utilise pour une anesthésie loco-régionale à qualité médicale identique, voire augmentée comme nous l'avons vu. En sachant qu'un anesthésiste effectue à peu près 2500 actes par an et que dans ce programme, on forme environ 200 praticiens, ce qui multiplie la diapositive par 500 000 exemples en termes de déchets évités. En conclusion, au total, quelles peuvent être les clés pour faire face à ce défi de ressources humaines en santé et transposer cet exemple à d'autres initiatives? Continuer à former, en formant plus et en formant mieux. Former des formateurs ou formateurs de formateurs de formateurs, repenser, réécrire également les formations en apportant une méthodologie d'apprentissage, évaluer les formations avec des données et s'entourer des ressources disponibles pour permettre une meilleure identification. Sur la droite de la diapositive, un hommage aux ambassadeurs de ce programme qui partagent cette aventure avec moi, devenus des amis et qui travaillent en milieu hostile, animés par la même volonté de contribuer au développement de ce savoir et qui, comme je le disais précédemment, est une sorte de survie pour les pays qui manquent de tout. Voilà, je vous remercie pour votre temps et votre attention. Merci, docteur Ringeval. Effectivement, on a pu voir que l'anesthésie loco-régionale apporte un certain nombre de bénéfices et merci d'avoir également terminé cette présentation sur les bénéfices climatiques de l'anesthésie loco-régionale. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de production de déchets plastiques, moins de consommation d'énergie et par ces temps de réchauffement climatique, je pense que tout le monde comprendra l'avantage évident. Nous passons la parole au docteur Kephas Thomas Malo. Welcome, Dr. Malo, qui va nous parler de justement son expérience de la pratique de l'anesthésie loco-régionale au Nigeria, des challenges et des progrès et de la manière dont, grâce à la formation, il a pu, lui et ses confrères, mettre en place ces pratiques dans différents hôpitaux de Jos, donc une des villes du Nigeria. À vous, docteur Kephas.
Thank you. Good morning. We have heard from Professor Afak, who briefly told us about the challenges of practice of regional anesthesia in Africa and the efforts being made so far to improve the practice. We have also heard from Dr. Xavier, who has committed so much time and resources to provide training and retraining, and also the cascading of information learned to bridge the gap in provision of regional anesthesia. Next slide. So I'll be talking about the experience so far with the practice of regional anesthesia in Nigeria. And to achieve this, we will look at what was our practice before. We want to see what were the challenges. We want to see what are we doing currently. And we want to see what our future plans or projections will be. Next slide. All right, by way of introduction, the knowledge of ultrasound-guided regional anesthesia is as old as the development of anesthesia specialty itself. However, the adaptation and practice is very nascent. Most anesthesists do not have a formal training of ultrasound-guided regional anesthesia, partly as a result of poor access to peripheral nerve block equipment, as well as the frequent complications associated with the practice, especially when it is done blindly. A recent survey findings in 2010 showed that 2.9% of regional anesthesia techniques in Nigeria are done under ultrasound guidance. 92.9% of neural anesthesia. This is partly as a result of lack of equipment and training. Then, to show that there is a steady progress, a 2024 survey showed the number of regional anesthesia approaches. However, most of them relied on anatomical approach. Very few used nerve stimulators, ultrasound, or in combination. Next slide. All right. This has been said already by Professor Afak. Reasons for low adaptation of ultrasound-guided approach to anesthesia is the fact that we have fewer opportunities for training and hands-on experience with nerve block techniques. There is also the concern about unavailability or high cost of ultrasound machines and nerve stimulation equipment. Of course, due to limited resources, other health issues are usually prioritized. Next slide. Now, our experience here in Jos University Teaching Hospital. 2010 to 2019, most surgeries were done under general anesthesia or neurasal blocks. Very few were done under intravenous regional anesthesia or we relied on anatomical approach because of the lack of nerve stimulators or ultrasound guidance. However, the trend started changing following COVID-19 pandemic in 2020. Attention shifted to more attention in healthcare. Dr. Thomas, please come closer to the microphone because the sound is not very good. So speak very close to the microphone, please. Right. Can you hear me? Yeah. Go ahead. Thank you so much. So as I was saying, most of the surgeries we were doing between 2010 and 2019 were mostly general anesthesia or neurasal blocks, with only few done on regional nerve blocks. But the COVID-19 pandemic resulted in the shift of attention in various hospitals within the country. Yeah. And it resulted in training initiatives focused on the regional anesthesia techniques as well as point of care ultrasonography in ICU. But however, despite these trainings, there were still shortages in mobile ultrasound machines and nerve block materials. Our turning point was in 2024.
our hospital, Jos University Teaching Hospital, has a collaborative training with the International Red Cross and the Chain of Hope. The team was headed by Dr. Javi Araiva, came to our hospital and provided a 1-week hands-on training to 26 anesthetists. Next. As a follow-up to that training, there was also advocacy visits to the hospital administrators, to the surgeons and patients, and they were enlightened about the availability and technical capacity of the anesthetists trained on ground to provide ultrasound-guided regional anesthesia. As a result of that, the hospital acquired 2 mobile ultrasound machines and other nerve block materials for us to start using. Subsequently, more centers within the town of Jos were incorporated for training and for practice. For instance, the Porters Orthopedic Hospital, as well as the Dieseland Orthopedic Hospital in Jos, they were all involved in the training and retraining of the anesthetists within. Between September 2024 to June 2025, as a result of that, 200 and were performed in both Jos University Teaching Hospital, Porters Hospital, and Dieseland Hospitals. Next. The regional anesthesia techniques we commonly perform here mostly are single shots, ultrasound guided procedures, because we don't have enough catheters to be able to provide a continuous block. We also often combine nerve stimulators as well as the ultrasound to improve the outcome. The block techniques commonly performed for the trunk blocks, we do superficial cervical blocks, PEC1 and PEC2 blocks. We also do tap block. For the upper limb blocks, we do interscalene, suprascapular, supraclavicular, infraclavicular, and axillary brachial plexus blocks. For the lower limb blocks, we do femoral nerve block, fascia iliaca, pec block, sciatic nerve, both subgluteal and popliteal, and also ankle block. Next slide. Our future plan is to increase options for our ultrasound-guided regional anesthesia, especially for trunk blocks. We also hope to commence the use of continuous nerve catheters, and we also plan to acquire more nerve block mannequins and to set up a regional anesthesia training in our center. We also wish to do research and also audit our work so that we can improve. Next slide. In conclusion, there is a positive global trend of ultrasound-guided regional anesthesia. Low and middle-income countries should not be left behind. International collaborations are needed to facilitate and exchange knowledge. Here you can see images of some of the procedures done under regional anesthesia. The first image there is a patient who has a radioulnar fracture, and he has all is done under supraclavicular, axillary brachial plexus block. The next picture here is a patient that had total knee replacement surgery under fascia iliaca block and subgluteal sciatic nerve block. Thank you for listening. Next slide. Merci, thank you, Dr. Thomas, for your presentation. Donc, effectivement, nous sommes désolés, le son n'était vraiment pas très bon. Néanmoins, ce qu'on a pu comprendre, c'est que jusqu'en 2024, la plupart des actes de chirurgie étaient pratiqués sous anesthésie générale et que au Nigeria, dans la ville de Jos, et que depuis la formation prodiguée et par la chaîne de l'espoir et par le CICR sur l'anesthésie loco-régionale, cette formation a vraiment été un turning point, un point de bascule, et que aujourd'hui, l'anesthésie loco-régionale reçoit un très bon accueil de la part des médecins et des anesthésistes nigérians, et donc est utilisée par nombre d'entre eux, et qu'il y a vraiment un enthousiasme à l'utiliser du fait de ses avantages nombreux. Donc, merci à nos 3 intervenants sur cette première table ronde qui nous a donc permis d'avoir
un panorama de la situation aujourd'hui dans la plupart des pays d'Afrique sur la question de l'anesthésie, quelles sont les difficultés et comment l'anesthésie loco-régionale peut ouvrir de nouvelles pistes et de nouveaux espoirs pour améliorer les procédures. Nous allons passer à la deuxième table ronde sans plus attendre, puisque je vous rappelle que nous aurons une session de questions et de réponses à la fin des deux tables rondes. Donc là, nous allons passer à la deuxième table ronde qui s'intitule Vers l'anesthésie essentielle. Peut-être qu'on peut montrer les slides. Voilà. Merci. Donc en fait, vers l'anesthésie essentielle, c'est un titre peut-être un peu provocateur. Alors moi, je ne vois pas les slides. Je ne sais pas si les autres les voient, mais moi, je ne les vois pas. Euh, voilà, merci. Vers l'anesthésie essentielle. En fait, l'anesthésie essentielle, eh bien, on va en parler. Ce serait un copier-coller, si je puis dire, du concept de chirurgie essentielle qui est pratiqué maintenant depuis quelques décennies dans un certain nombre de pays et qui permet de former des non-chirurgiens, donc des médecins, voire même des infirmiers ou des techniciens, à des pratiques chirurgicales particulière, en petit nombre, avec des protocoles très particuliers, mais qui permet que dans certains pays où le manque de chirurgiens est patent, qui permet de former des non-chirurgiens à des pratiques chirurgicales et donc permettre que des procédures chirurgicales soient réalisées dans des zones qui sont très enclavées. Et donc la question est, est-ce qu'il faudrait aller vers le même type de projet pour l'anesthésie? Donc, pour parler de ce sujet, nous avons quatre intervenants et nous avons le grand plaisir d'avoir le professeur Eugène Zoumenou avec nous, qui est béninois et donc le président de la Société des médecins anesthésistes du Bénin, qui va nous parler de la situation sur le terrain et qui va nous donner le point de vue des sociétés savantes sur la formation des non-médecins. Le docteur Xavier Ringeval, à nouveau, qui va nous parler du concept d'anesthésie essentielle et de comment il le conçoit. Sébastien Chamaillou, qui est infirmier en pratique avancée et est doctorant en sciences de l'éducation et de la formation, et qui fait une recherche sur la délégation de tâches et ce qu'il appelle les skill mix, enfin, ce qui s'appelle les skill mix, et qui va nous expliquer comment les sciences de l'éducation et de la formation voient la délégation de tâches, notamment des pratiques médicales, à des non-médecins. Et puis Madame Magali Tayeb-Cohen, qui est psychologue clinicienne et psychanalyste, qui va nous parler des obstacles qui peuvent se présenter sur la formation des non-médecins à des pratiques médicales, mais aussi des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour diffuser cette pratique. Donc voilà, je laisse la parole au professeur Zoumenou. Alors le professeur Zoumenou craignait d'avoir des difficultés de connexion et je crois, préenregistré son intervention. Donc je crois que nous allons l'écouter en vidéo. La parole est à vous. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis le Bonjour professeur Nathalie. Eugène Zoumenou. Je suis médecin anesthésiste, praticien hospitalo-universitaire au Bénin. Je suis le président de la Société des médecins anesthésistes réanimateurs du Bénin. Et je suis heureux de participer à ce forum et je remercie tous les organisateurs et je suis heureux de participer à ce forum. Nous allons parler de la formation des paramédicaux en anesthésie loco-régionale en Afrique subsaharienne. Est-ce une option pertinente? Dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, notamment Afrique francophone, il y a une formation de base des paramédicaux en anesthésie loco-régionale, notamment en rachi-anesthésie. Est-ce que cette formation en ALR périphérique est pertinente? Quelles sont les conditionnalités de cette formation en ALR pour les paramédicaux? En Afrique subsaharienne, l'anesthésie est pratiquée par les médecins anesthésistes et les paramédicaux en anesthésie, qui sont des infirmiers et des sages-femmes qui ont été formés et qui sont diplômés en anesthésie.
En Afrique subsaharienne, on compte à peu près 500 à 600 médecins anesthésistes réanimateurs pour un ratio de 2 médecins anesthésistes réanimateurs par million d'habitants. Ce n'est pas par 100 000 habitants, 2 médecins anesthésistes réanimateurs par million d'habitants. Alors qu'au Maghreb, on a 20 par million d'habitants, en France, 150 par million d'habitants, et en Suisse, à peu près 300 par million d'habitants. Et dans cette région, pratiquement 80% des cas d'anesthésie sont assurés par des anesthésistes non médecins, donc par les paramédicaux. Nous savons que les praticiens d'anesthésie réanimation, notamment les médecins, c'est eux qui s'occupent de l'anesthésie, de la réanimation, de la médecine d'urgence, la gestion de la douleur et qui doivent offrir un soutien transversal à toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Donc, dans cette région où la démographie des médecins anesthésistes est faible, ce sont ces mêmes médecins anesthésistes qui doivent assurer les tâches d'anesthésie, les tâches de réanimation, les tâches de médecine d'urgence, de la gestion de la douleur et qui doivent assurer la prise en charge des patients critiques dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. La formation en médecine d'urgence est embryonnaire et commence à s'améliorer. Donc, il y a quelques pays qui ont aujourd'hui des médecins urgentistes. Mais la plupart du temps, ce sont les médecins anesthésistes réanimateurs qui s'occupent de la pratique de la médecine d'urgence. Et quand on prend à l'échelle du Bénin, et c'est le cas dans la plupart des pays, vous voyez la carte du Bénin, un pays qu'il faut parcourir 720 km du nord au sud, les points rouges représentent là où se trouvent des médecins anesthésistes. Et comme vous voyez, partout ailleurs, ce sont, là où il n'y a pas de points rouges, ce sont les infirmiers anesthésistes, les techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation, les sages-femmes spécialisées en anesthésie qui vont prendre en charge les cas d'anesthésie. Les médecins anesthésistes réanimateurs se trouvent donc seulement dans quelques centres urbains. 2 médecins anesthésistes réanimateurs par million d'habitants. Quel problème ça peut poser? En anesthésie, effectivement, il y a des patients dont l'état nécessite la présence du médecin anesthésiste réanimateur, notamment les patients ASA supérieur ou égal à 3, ou parfois pour le type d'intervention, des interventions lourdes qui ont besoin de la présence des médecins anesthésistes réanimateurs. Pour les patients ASA 1 et 2, pour des interventions mineures ou de gravité modérée, ce sont les paramédicaux qui les prennent en charge. Quelle est la pratique actuelle de ces paramédicaux en anesthésie-réanimation? Ils sont formés pour assurer une anesthésie, pour travailler seuls, pour assurer les cas d'anesthésie générale avec ou sans intubation trachéale. Ils sont formés pour assurer la rachianesthésie pour diverses interventions, notamment de l'orthopédie, des membres pelviens, la chirurgie digestive abdominale basse et les césariennes. Il faut noter que dans certains pays, on a jusqu'à 80% des césariennes qui sont prises en charge sous rachianesthésie et plus de 80% des cas de rachianesthésie sont pratiqués par les paramédicaux en anesthésie réanimation, par les praticiens paramédicaux en anesthésie réanimation. Au Bénin, certains infirmiers se sont spécialisés en anesthésie pédiatrique sur le tas, sans forcément avoir un diplôme pour ça. Et ces infirmiers pratiquent de l'anesthésie caudale sous la supervision du médecin anesthésiste réanimateur. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, les paramédicaux en Afrique subsaharienne, dans leur formation en général,
ont la pratique de la rachianesthésie. Dans ces conditions, quelle serait la pertinence de la formation des paramédicaux en anesthésie loco-régionale? Compte tenu de la faible démographie des médecins anesthésistes, du fait que nous avons une école de formation des anesthésistes paramédicaux qui sont formés à l'anesthésie, du fait de la pratique actuelle de la rachianesthésie par ces paramédicaux et même de la pratique de l'anesthésie caudale en pédiatrie, on peut dire que les paramédicaux en Afrique saharienne sont formés pour pratiquer déjà une technique d'anesthésie loco-régionale qui est la rachianesthésie. Or, nous savons quelle est la délicatesse de cette technique de la rachianesthésie. Et on sait que les complications d'anesthésie loco-régionale sont plus fréquentes pour les blocs centraux comme la rachianesthésie que pour les techniques d'anesthésie loco-régionale. Donc, on peut penser que si les paramédicaux sont formés pour la rachianesthésie, on pourrait tolérer, accepter de les former pour des techniques ciblées d'anesthésie loco-régionale périphérique. Mais cela ne peut pas se faire sans certaines conditionnalités. Quelles seraient les conditionnalités de la formation des paramédicaux en anesthésie loco-régionale périphérique? D'abord, il ne devrait s'agir que d'anesthésistes paramédicaux diplômés qui ont déjà une certaine expérience professionnelle dans la pratique de l'anesthésie générale, dans la prise en charge des complications d'anesthésie générale et dans la pratique de la rachianesthésie. Et en ce moment, il faudrait qu'ils aient reçu une formation théorique de base sur la sécurité anesthésie et que cette formation ait été sur la sécurité en anesthésie loco-régionale ait été évaluée. Une autre condition serait la sélection de quelques techniques, notamment au niveau des membres thoraciques, bloc axillaire, par exemple, au niveau du bloc, au niveau des membres pelviens, le bloc fémoral, le bloc ilio-facial. L'objectif étant surtout d'offrir aussi la prise en charge de la douleur chez le patient traumatisé. Donc, cette formation des paramédicaux en anesthésie loco-régionale nécessitera aussi une évaluation périodique des pratiques et des compétences. Pour conclure, il nous paraît utile et même pertinent d'assurer la formation des paramédicaux en anesthésie loco-régionale périphérique en se focalisant sur les paramédicaux qui sont diplômés, qui ont déjà une expérience certaine sur le terrain et en faisant une sélection des blocs périphériques pour lesquels on peut les former, notamment le bloc axillaire, le bloc fémoral, le bloc ilio-facial. Je ne terminerai pas sans parler des blocs des parois abdominales, comme le bloc ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, le bloc para-ombilical. Merci. Assez édifiant sur le nombre de médecins anesthésistes en Afrique subsaharienne et qui montre le manque de médecins anesthésistes. Et on voit combien l'anesthésie en Afrique subsaharienne est très dépendante de la technique et des compétences des infirmiers, des techniciens d'anesthésie, donc des paramédicaux qu'il faut former, qu'il faut encadrer pour qu'ils puissent acquérir des compétences pour pouvoir pratiquer ces gestes d'anesthésie en lieu et place des médecins, les médecins qui mais donc, ça nous amène effectivement à parler de l'anesthésie essentielle, à parler de la chirurgie essentielle que je mentionne. Et pour faire, je laisse la parole à qui va nous développer le concept d'anesthésie essentielle.
Xavier. Oui, je ne sais pas, là, on avait juste un tout petit problème d'écho. Est-ce qu'on peut me confirmer que je suis audible ou pas? Juste sur le chat, mettre oui, c'est OK ou pas. Là, OK. Bien, merci. Bon, moi, je vais répéter vraiment ce qu'a dit le professeur et merci pour cette intervention. Mais bon, peut-être en le disant deux fois, on va pouvoir faire avancer ce projet et qu'il devienne réalité. Donc, pour cette deuxième intervention, je vais donc vous détailler le cinquième axe du programme que je vais présenter précédemment, qui est le renforcement des capacités en 8 diapositives et essayer de structurer un plaidoyer pour former des non-médecins à des tâches médicales en anesthésie loco-régionale, une façon de répondre et de sécuriser à ce qui se passe dans les blocs opératoires actuellement. Donc, c'est un sujet qui s'intègre dans le groupe de travail des ressources de santé et que pourrait porter la chaîne de l'espoir dans les suites de son engagement en termes de formation et de reconnaissance officielle de ses pratiques. Donc, on vient d'entendre depuis le début de ce webinaire combien l'anesthésie loco-régionale répondait aux besoins du continent africain en termes de diminution des complications pour des chirurgies à faible risque anesthésique, de baisse du coût des opérations, permettant un accès aux soins au plus grand nombre par la prise en charge de la douleur pour les opérations concernant les accidents de la route, la pédiatrie, les césariennes, avec en plus un impact sur l'environnement moindre. Dans ce contexte, l'extension de technicité d'actes médicaux à des non-médecins peut être une des réponses au manque de ressources quantitatives et qualitatives, comme vient de nous l'énoncer sur le terrain le professeur Zoumenou. Alors, c'est effectivement que ce soit par manque de filières de formation ou par la disparité entre ville et campagne, la démographie médicale en Afrique, et on a à peu près les mêmes chiffres, est de 0 à 16 médecins alors pour 100 000 habitants, contre 40 à 50 en Europe aux USA. En gros, des pays comme le Togo comptent 13 médecins pour tout le pays, le Burundi 4, le Centrafrique 4, le Tchad une dizaine, dont 9 venant de l'extérieur, et au Bénin, nous venons de le voir, seuls 20 à 30% des actes médicaux sont effectués par des médecins. Donc, cette disparité est encore plus accentuée en milieu hostile et zones de conflit où des afflux massifs de patients, par exemple actuellement au Soudan ou en RDC, obligent les équipes de terrain à déléguer certains actes à des non-médecins. En partant de cette réalité, le constat il paraît vital pour l'Afrique, en attendant de combler ce déficit de ressources de médecins, de proposer des initiatives et de voir comment former les acteurs qui travaillent déjà dans les blocs pour sécuriser et encadrer la pratique de l'ALR, anesthésie loco-régionale, en définissant ce concept d'anesthésie loco-régionale essentielle. Pourquoi ce projet? Déjà, il répond à une demande de plusieurs sociétés d'anesthésie lors des sessions de formation sur place et qu'il paraissait plus pertinent, en tous les cas, de travailler en collaboration avec elles plutôt qu'avec les sociétés internationales des pays du Nord, demandeuses elles aussi de recommandations, mais éditrices souvent de recommandations inapplicables en milieu à moyenne et faible ressources, faute de connaissance des éléments contextuels. L'autre point était de faire le lien, nous venons de le voir, avec certains actes qui étaient déjà confiés aux non-médecins, comme l'anesthésie rachidienne pour césarienne ou l'anesthésie caudale pour chirurgie d'enfant, qui appartient déjà à un sous-groupe de l'anesthésie régionale médulaire et dont la réalisation peut être bien plus délicate que l'anesthésie loco-régionale dans certaines circonstances. Le troisième point est que cette délégation pourrait éviter un grand nombre d'anesthésies générales, actuellement grévées, nous venons de le voir, d'un fort taux de complications et de décès pour des chirurgies à très faible risque anesthésique. On peut mourir actuellement d'une fracture du poignet dans certaines zones avec une anesthésie générale mal conduite. Alors, comment faire? En s'inspirant des éléments de la reconnaissance par l'OMS du concept de chirurgie essentielle, c'est-à-dire d'encadrer la pratique d'une liste d'actes chirurgicaux relevant de l'urgence à des médecins non chirurgiens, on peut faire un parallèle et définir et encadrer un ensemble d'actes que le professeur a souligné, relevant de l'urgence, et définir le concept d'ALR essentiel qui pourrait être pratiqué par des non-médecins. Pour cela, nous pouvons reprendre les critères de l'OMS de 2004 et de 2014, historiquement initiés au Burkina Faso,
en listant des interventions donc fréquentes, mettant en jeu le pronostic vital, pouvant être traitées par une technique simple, peu coûteuse, facilement enseignée, avec une faible mortalité. Pour ce concept d'ALR essentiel, ces gestes relèveraient des mêmes spécialités que la chirurgie essentielle, à savoir la douleur de la femme enceinte, la gynécologie, les accidents de la route, la chirurgie viscérale urgente et pédiatrique, qui sont les spécialités les plus rencontrées. L'extension du champ de technicité, malgré le manque de ressources, doit cependant faire face à de multiples résistances. Nous verrons avec les deux intervenants suivants de quel ordre elles peuvent être. Pour ma part, je soulignerai juste les résistances du point de vue des travailleurs de santé. Premièrement, les résistances des médecins. Le médecin ressent ce transfert de tâches comme une usurpation, une imposture, lui qui a dû faire face souvent à de nombreux sacrifices pour ses études, un parcours universitaire initiatique souvent long et difficile. Il le ressent comme une blessure narcissique et peut le vivre comme un non-respect, une perte de son pouvoir. Du point de vue du non-médecin, il ne faut pas minimiser le fait que cette démocratisation du savoir peut être aussi ressentie de son côté comme une vraie angoisse métaphysique dont on doit aussi le protéger. L'infirmier ou le technicien ne se sent pas forcément capable d'endosser cette responsabilité, notamment au vu du patient qui pourrait le mettre en défaut. Une fois de plus, il faut définir clairement qui est qui et qui fait quoi. Même si dans cette extension de gestes, ils sont protégés par le fait qu'il s'agit d'un acte technique. Et comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente et lors de l'exposé précédent, qu'il y avait plusieurs précédents sur des gestes transposables. Quelle solution pour atténuer ou dépister ces résistances? Une des premières idées est de distinguer la notion de technicité encadrée de celle de compétence médicale. Dans le premier cas, il s'agit d'une extension de son périmètre, une extension d'un geste encadré, listé, répondant à certains pays qui souffrent d'insuffisance de médecins ou de disparité de couverture dans les zones difficiles d'accès. Les conditions d'autorisation doivent être établies par les sociétés nationales de chaque pays concerné en fonction de leur spécificité. Elles devront recréer un véritable parcours de formation pratique et théorique sur du personnel déjà en exercice et pour répondre à la résistance des médecins et également à l'angoisse des techniciens. Et certainement, comme l'avait proposé le professeur Zemenou, les proposer sur des critères de volontariat au début, mais aussi d'ancienneté et d'expérience du terrain. On peut imaginer ajouter à cette autorisation initiale une certification annuelle sous condition de formation continue concernant la sécurité, l'hygiène, la connaissance des complications et de leur prise en charge. Par opposition, un transfert de compétences médicales s'appliquera et sera réservé à des pays ne présentant aucun médecin, aucune filière de formation, par exemple, comme le Burundi. Dans ce cas, l'apprentissage de ces gestes médicaux devrait être intégré dès le cursus initial universitaire, peut-être de façon plus approfondie, plus médicalisée, en intégrant des notions de diagnostic, d'indication, de choix, même si on retrouve majoritairement un tronc commun dans le contenu du parcours théorique et pratique de l'exemple précédent. Quelle que soit l'hétérogénéité des situations, un des points importants, je me répète un tout petit peu, est de clarifier qui est qui vis-à-vis du patient, c'est-à-dire qu'un médecin reste un médecin, un infirmier reste un infirmier auquel a été attribué une nouvelle habilitation. On pourrait donner un nom d'infirmier habilité en anesthésie loco-régionale ou d'infirmier en pratique avancée, chaque pays étant souverain pour en décider de l'appellation. Ce point atténue selon moi, certaines résistances initiales en clarifiant bien les rôles. Face à cette problématique, quelle est notre approche? Alors, nous avons institué début 2025 un groupe de travail regroupant les responsables des sociétés nationales de 5 pays d'Afrique subsaharienne, le Togo, le Burundi, le Mali, le Bénin, avec la participation de membres du CICR et de MSF pour établir une feuille de route et réfléchir ensemble sur les recommandations pour l'élargissement de technicité à des non-médecins. Les premières réunions de travail ont mis en avant les différentes spécificités des pays concernés, mais également des éléments de convergence en regard du type d'acte pouvant être sélectionné.
Il en ressort néanmoins la volonté de s'harmoniser sur un tronc commun de formation théorique et pratique auquel serait soumise cette autorisation, tout en ajoutant des petits modules spécifiques, pays par pays, pour répondre à la réalité de chacun. Donc, dans cette initiative, la prochaine étape est d'étoffer ces propositions d'argumentaire et de références d'ordre sociologique, sociétal et psychanalytique afin de plaider auprès des sociétés africaines continentales représentées par les différents professeurs que nous venons d'entendre, et pourquoi pas de le porter auprès de l'OMS comme l'avait été fait la chirurgie essentielle à l'époque. En conclusion, à partir du programme de renforcement de l'ALR en Afrique de l'Ouest, donc porté par la chaîne de l'espoir, on pourrait extraire un certain nombre de messages clés qui reprennent un peu l'ensemble de mes deux présentations, adaptables à d'autres programmes, l'ALR étant un exemple. Premièrement, il faut réécrire les formations quand elles concernent justement des pays à niveau de ressources différentes. Deuxièmement, adapter également le comportement du formateur dans son approche de sa chambre face au groupe. On n'enseigne pas de la même façon dans tous les pays. Troisièmement, prévoir des mécanismes d'emblée de duplication pour rendre cette formation pérenne et durable et qu'elle ne repose pas que sur une ou deux individualités. Enfin, imaginer de nouveaux métiers en collaboration avec les sociétés nationales qui connaissent leurs spécificités et leurs besoins. Dépister les résistances au changement en faisant appel à la sociologie et à la psychanalyse, ce qui fera l'objet des deux prochains intervenants. Nous avons rédigé déjà un draft de document d'aide en 5 points qui fera l'objet d'une publication prochaine en essayant d'individualiser 5 points clés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Ringeval. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous n'avez pas de connexion avec Maurice tout à l'heure. Si vous pouvez me dire dans le chat si vous n'entendez pas. Non, vous m'entendez. Alors, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous... Il y a un écho comme s'il fallait couper le téléphone, quelque chose comme ça. Bien écoutez, mon ordinateur a très chaud. En fait. Non, je ne peux pas enlever des écouteurs parce que je n'ai pas d'écouteurs. La parole du coup à Sébastien Chamaillou, qui j'ai son que moi. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, moi, je suis Sébastien Chamaillou. Je suis d'une part infirmier en pratique avancée et d'autre part, je suis doctorant donc, au CERMES3, qui est le centre de recherche médecine, sciences, santé mentale, santé et société, qui est une unité mixte de recherche du CNRS, de l'INSERM et de l'École de hautes études en sciences sociales, où on questionne énormément comment l'impact des systèmes vient rénover les offres de soins. Et pour ma part, ma thèse documente les possibles remodélisations des offres de soins, notamment à l'orée des nouveaux métiers. Donc, je remercie à Xavier pour l'invitation avec lequel on a eu plusieurs échanges sur le sujet, et à Nathalie pour la coordination malgré ses soucis de temps. Alors pour ma part, je vous propose une expérience, donc de partir à partir de mes recherches et de mon expérience de sociologue, de chausser des lunettes sociologiques pour regarder de manière un peu plus large, pour venir objectiver à travers le prisme de la sociologie interactionniste ce grand ensemble qui est composé en fait de plusieurs groupes professionnels et dans quoi s'opère cette délégation de tâches ou de techniques, et on va voir comment et pourquoi au sein des soins d'anesthésie. Alors, Nathalie m'avait donné en recommandation de faire simple et court. Je vais tâcher d'être compréhensible pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a en jeu là-dedans. Et c'est le propos interactionniste s'attarde sur les relations entre les acteurs, mais pas seulement,
il y a aussi un intérêt à plus largement comprendre comment ces interdépendances font que lorsqu'une évolution se produit, eh ben, elle touche tout un ensemble en série d'acteurs et une écologie plus large. Pour faire simple, pour ça, il faut se représenter des engrenages, quels que soient qui sont connectés, quel que soit le premier qui bouge, par interaction, en fait, tous vont bouger. C'est une réaction en chaîne. Alors, on a évoqué beaucoup autour de ces tables rondes que lorsqu'on parle de mutation de pratiques professionnelles, ben, ça implique en substance une multitude d'autres facteurs qui soulèvent d'une part des questionnements, mais qui met en lumière aussi des tensions et des frictions entre les différents acteurs concernés. Alors, pour comprendre ce qui s'y joue dans ces frictions, ça reste toujours intéressant d'essayer de se représenter comment les choses ont évolué à travers le temps, à travers une approche socio-historique. J'aime toujours à rappeler que c'est toujours bien de savoir d'où on vient quand on veut savoir où on va. Alors bien sûr, les relations entre les différents groupes professionnels qui composent les soignants n'est pas une histoire contemporaine. Ils sont liés dans une histoire commune et intimement liés les unes aux autres. Et c'est une histoire un peu particulière parce qu'elle est définie pour nous en sociologie par un groupe professionnel qu'on a déterminé autonome et par un autre qui ne l'est pas et qu'on peut, si vous voulez, mettre en exergue dans la relation médico-infirmière. Le professeur Eliane Rottier-Bogner, avec qui je travaille, désigne cette relation comme une relation dans laquelle celui qui prescrit donne le là. C'est un peu le chef d'orchestre, à la fois pour la performativité de ce qui s'opère sur le terrain, mais également dans la manière dont se construisent et se déterminent les champs d'intervention professionnelle. En ces termes, les groupes professionnels des médecins ont été des acteurs uniques de la définition des autres groupes professionnels paramédicaux ou qu'on appelait non médicaux à une certaine époque, et dont sont issus les infirmières. Il y a une relation interorganisationnelle qui s'est construite à travers les âges et on comprend, et pour ceux qui sont encore en pratique, que cette entité, ça forme un couple historique au sein d'un même système et d'un même écosystème qui a évolué avec le temps. Pour la petite histoire, c'est une structuration qui s'est faite donc à l'instauration du monopole de la médecine, puisqu'avant, il y avait d'autres manières de soigner, et essentiellement au moment de l'ère industrielle. Cette légitimité elle a été gagnée par ce qu'Andrew Abbott appelle la résolution des problèmes. Dans ce qui est le cas de la médecine, la résolution des problèmes, il était double. On devait à la fois répondre à une mission de santé publique, et au service des États. Hein. Dans l'ère industrielle, il fallait rétablir des gens pour leur capacité de production, et à la fois comme service à la population, en éradiquant les maladies et en repoussant toujours plus l'espérance de vie. Ces deux points sont importants. Ils sont importants pourquoi parce que c'est cette délégation d'expertise auprès du groupe professionnel médical qui en a défini le statut. Mais si on regarde à la loupe les médecins, bien qu'ils fassent corps, ben, eux aussi, en interne, ils ont connu des luttes et des frictions et qui se sont jouées pour se définir l'un l'autre. Et sans faire la socio-histoire de l'anesthésie, les soins d'anesthésie et de réanimation ne sont pas exempts, puisque à la base, c'était des tâches qui étaient reconnues comme non nobles, mais comme a pu l'être la chirurgie. Et du coup, elle a dû, elle aussi, lutter pour gagner ce qu'on appelle un territoire et une juridiction. Et bien sûr qu'elle tend à défendre pour se pérenniser. Et c'est en ça où viennent déjà se marquer et se cristalliser des difficultés à envisager de déléguer des tâches ou des technicités, et on verra un peu plus loin pourquoi. Et cette manière de lutter pour garder un territoire et une juridiction, c'est un peu la même qui anime les autres groupes professionnels paramédicaux et non médicaux. Andrew Abbott détermine ces enjeux et l'établissement de cette profession autour d'une juridiction par la confrontation dans un ensemble d'arènes. Vous imaginez, les arènes, c'est ces lieux où on va mettre en scène, en œuvre, ces frictions pour pouvoir s'accaparer un droit d'exercice dans une juridiction donnée. Alors, il y a bien sûr
les arènes qu'on dit politiques, qui sont les cadres légaux, les écologies politiques et toutes les réglementations qui y sont associées. Mais il y a aussi les arènes publiques qui comprennent les patients, dans le fait d'apporter une solution pérenne aux soucis de santé auxquels ils rencontrent. Bien sûr, la manière dont on communique sur ce qu'on fait et les relations interprofessionnelles. C'est des lieux d'échange, mais c'est aussi des cadres d'intervention au public et qui déterminent les champs d'exercice professionnel d'une profession à une autre. Alors tout ça, on l'a pensé, et comme je l'ai présenté, comme un équilibre qui fonctionne et qui était stable. Aujourd'hui, on se rend compte, au regard des différents éléments évoqués lors des tables rondes, et si on se penche sur le récent rapport du think tank Santé mondiale 2030, qu'il y a un déficit des ressources humaines, dans un premier temps, qui est envisagé à moins 18 millions à l'horizon 2030, tout pays confondu, sur les mêmes cinétiques, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de la démographie médicale, mais aussi des sages-femmes et des infirmières. Alors tout ça, c'est des éléments de la précarisation de l'accès aux soins, mais aussi qui laissent envisager des trous structurels, ce qui vient globalement bouleverser cet établissement socio-technique d'une profession qui performe uniquement la médecine et des professions non médicales. Et on l'a évoqué très précédemment avec le cas particulier de l'Afrique subsaharienne, globalement quand il n'y a pas de médecin et qu'il n'y a pas de médecin anesthésiste et qu'il y a des besoins imminents, soit parce que ce sont des zones d'une criticité proximale sur des conflits ou que ce soit des zones reculées avec des accès aux soins étendus ou des temps d'accès aux soins élargis, il faut bien performer cette médecine-là dans le cadre du maintien des chances pour les populations qui sollicitent cette aide-là. Du coup, dans leurs recommandations, l'OMS disent alors il faut décloisonner les tâches et on emploie, et c'est un terme générique que vous avez très souvent entendu, cette notion de skill mix. Mais qu'est-ce que c'est un skill mix? J'ai longtemps essayé de faire de la pédagogie pour expliquer que ce n'était pas qu'une délégation de tâches, parce qu'à l'échelle de la sociologie des professions, la délégation de tâches, elle est collée à l'histoire de ce que les médecins ont opéré pour construire les autres professions. C'est ce que le sociologue Everett Hughes dit, ce sont des tâches pour lesquelles les médecins étaient concentrés aux tâches savantes et ont délégué ce qu'on appelait le dirty jobs, et en donnant licence et mandat, donc autorisation et délégation aux infirmières en ce qui concerne les soins, par exemple, moins valorisants, les soins d'entretien et courants, etc. Aujourd'hui, si on se penche sur le cas précis du projet d'ALR, d'anesthésie loco-régionale, ce n'est pas qu'une simple délégation de tâches. On voit bien que dans cet ensemble, il y a un écosystème plus complexe qui redéfinit et qui interroge à la fois les places et la mission de chacun des acteurs. Compte tenu des éléments dont on a parlé précédemment sur les tables rondes et notamment sur l'intervention du docteur Ingeval, cette division du travail, elle reste quand même dépendante de la résistance des hiérarchies qui sont historiquement établies, et notamment dans le couple médico-infirmière au sein des organisations médicales et paramédicales, qui font quand même de cette période, dont on voit qu'il y a des trous structurels, des possibles périodes de reconfiguration culturelle, et donc des espaces de lutte territoriale et juridictionnelle qui pourraient être envisagés dans une nouvelle forme de remodélisation des soins. Mais cette redistribution des cartes, si j'ose dire, elle est néanmoins essentielle, puisqu'un des enjeux majeurs pour légitimer l'un ou l'autre groupe professionnel reste la résolution des problèmes, et toujours ce que je vous parlais en amont, et toujours pour pouvoir être un acteur pertinent des missions de santé publique d'une nation ou d'un État, et de l'autre, de pouvoir légitimer l'action auprès des populations en leur apportant des bénéfices sur leur santé ou leurs problèmes directs. Or, dans cet ensemble, les skill mix, on peut considérer que l'ALR, c'est une solution par un transfert de technicité qui n'engage pas à lui seul une relégation de tâches ordinaires, mais véritablement un remaniement avec des compétences médicales majeures qui vont redéfinir le travail des acteurs autour de 3 axes qu'on pourrait aborder pour mieux le comprendre, qui sont à la fois la division sociale du travail, la division
morale du travail et une division cognitive et qui apporte un remaniement des organisations et des liens interprofessionnels. Alors, pour aller à l'essentiel, la division sociale du travail, elle comprend l'ensemble des considérations qui sont liées au statut, on en a déjà un peu parlé, qui sont données à ces nouveaux praticiens, à la fois par une reconnaissance au sein de l'institution des soignants, comme une profession à part entière, mais aussi au sein des pairs et des écologies, donc c'est-à-dire au sein des autres professions qui gravitent autour, et notamment la profession médicale. Mais je ne m'attarderai pas sur ce point parce que je sais que Magali Taïb-Cohen va aller plus en détail sur ce point-là, notamment dans la reconnaissance de la place et la reconnaissance du cursus. Et on voit que ça reste important. Dans la division morale du travail, là, c'est un virage innovant qui s'opère, puisque la technicité qui est déléguée, ça amorce à la fois une reconnaissance d'une capacité à œuvrer dans une sphère technique qui était auparavant réservée seulement aux médecins, même si on a vu qu'il y avait déjà une pénétration là-dedans avec la délégation de la rachianesthésie, dont on a vu sur la diapo précédente, mais aussi de surcroît une invitation à collaborer et à une performativité des soins de haute technicité médicale, comme on a pu le voir sur l'anesthésie loco-régionale et les exemples du professeur Zoumenou. Et enfin, et en dernière partie, et là, ça touche directement à la manière dont on va former les nouveaux acteurs non médicaux de cette anesthésie loco-régionale, c'est la division cognitive du travail. Parce qu'elle vient éclairer à la fois le transfert de cette technicité comme une nouvelle modalité d'envisager la capacité à questionner une réponse médicale dans un contexte clinique donné, mais ça signifie aussi qu'elle engage de nouvelles modalités performatives qui impliquent de nouvelles modalités de raisonnement clinique pour les praticiens qui vont être formés à ces techniques d'anesthésie loco-régionale. D'où l'importance de la formation et des cursus qui doivent être adaptés aux besoins. Pour conclure mon propos, on comprend que l'anesthésie loco-régionale, elle s'inscrit de but en blanc dans ce qu'on appelle ces skill mix, qui sont en fait des pratiques avancées, ou peu importe le terme qu'on emploie, mais une sphère de délégation plus large, à la fois de compétences médico-techniques, mais à la fois de remaniements socio-techniques qui s'engagent pour répondre à des enjeux qui sont attachés à la symbolique des habiletés professionnelles, mais également des besoins à la fois régionaux et territoriaux qui sont polymorphes et hétérogènes en fonction des situations auxquelles ils sont confrontés et auxquelles cette transférabilité de l'ALR tend à s'intégrer. Ça reste, pour le moins, une perspective de solution inédite qui permet de redéfinir, en fonction des problématiques ou des typologies de problématiques, une nouvelle opérabilité du soin, mais également des nouveaux modes de coopération interprofessionnelle, pour lesquels les organisations et les professionnels de santé qui s'y inscrivent deviendraient des pionniers historiques, comme on l'a vu précédemment, c'est nouveau, et qui seraient en passe de transformer à la fois les relations interprofessionnelles, mais plus largement les offres de soins, bien sûr, dans l'intérêt premier des populations concernées par les difficultés d'accès aux soins. Je vous remercie. Alors je suis sur mon téléphone et voilà, OK, très bien, merci. Est-ce que je ne sais pas si vous me voyez, je n'arrive pas sur mon téléphone à gérer la caméra, mais peu importe. On te voit parfaitement et on t'entend parfaitement. Bon, OK, alors c'est parfait, je vous remercie beaucoup. Donc merci Sébastien, j'ai malheureusement été obligée d'écouter partiellement ton intervention parce que j'étais sur mes problèmes de connexion, mais je pense que tout le monde a pu en profiter. En tous les cas, ce que je comprends et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la formation des non-médecins et des paramédicaux à l'anesthésie loco-régionale n'est pas seulement une question de délégation de tâches, comme tu le dis et comme tu nous l'as déjà expliqué dans d'autres webinaires, mais est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde que cela. Et que donc, si on devait modéliser la formation des non-médecins, des paramédicaux à l'anesthésie loco-régionale, on pourrait tout à fait bénéficier d'approches des sciences de l'éducation, comme avec des gens comme toi, pour réfléchir à la meilleure posture, à la meilleure manière de le faire.
Tout de suite, je passe la main à Magali Tayeb-Cohen, qui, elle, va nous parler, psychologue clinicienne et psychanalyste, et qui va nous parler des obstacles et des leviers psychanalytiques de la formation des non-médecins, et qui va nous montrer comment pouvoir contourner ces obstacles et utiliser ces leviers pour disséminer cette formation. Merci. Bonjour à tous. Alors, j'ai été sollicitée par le docteur Xavier Ringeval et je l'en remercie en tant que psychanalyste afin de réfléchir avec lui aux leviers et obstacles psychologiques qui pourraient intervenir dans ce projet de transfert des gestes de l'ALR, dont l'anesthésie loco-régionale, à des non-médecins, le plus souvent à des infirmiers. Il est crucial de rappeler à chaque session de formation la nécessité de cet élargissement de compétences à des non-médecins. Je ne vais pas le refaire, ça a été dit depuis le début, effectivement, tous les nombreux bienfaits écologiques, économiques, humains de cet élargissement de compétences. C'est un projet global d'utilité publique, porteur de sens, auquel chacun des protagonistes aura à cœur d'apporter à sa mesure sa contribution. Ce projet commun constituera la mise en place d'un idéal en partage. Malgré ses vertus multiples, le projet pourrait susciter pourtant un certain nombre de résistances que le docteur Xavier Ringeval a d'ailleurs déjà abordées. La construction du projet, son architecture en tient compte et a pour visée de les réduire. Diapositive suite. Je vais aborder maintenant la notion de transfert. La délégation de gestes médicaux va générer des enjeux de transfert. Le transfert est une notion centrale en psychanalyse pour désigner le transfert d'affects inconscients, refoulés, issus de l'enfance et des figures parentales sur la personne du praticien. Le transfert est à la fois un formidable moteur et un obstacle, une résistance. Les apprenants vont aimer ce que le formateur incarne. Il va constituer pour chacun une sorte d'idéal du moi. Dans l'amour de transfert, il y a erreur sur la personne et il est essentiel que le médecin n'en soit pas dupe, garde la lucidité de sa place. Il y a deux sortes de transferts, un transfert positif et un transfert négatif, un transfert amoureux et hostile. Le plus souvent, ce qui conviendrait le mieux en fait, c'est le terme d'ambivalence. L'amour de transfert vise le sujet supposé savoir. Et ce sujet supposé savoir devra chuter de sa place idéalisée pour que l'apprenant s'autorise à s'approprier son geste, à occuper sa place. Le contre-transfert désigne les sentiments du praticien, le formateur, pour ses apprenants. Il doit garder une neutralité bienveillante vis-à-vis de chacun, ne pas se sentir touché personnellement par les éventuelles petites attaques, piques, etc., qui pourraient le viser, qui sont destinées à tester sa solidité, une relative indifférence, impassibilité, fermeté et patience, abstinence, ne pas user d'une trop forte séduction, ni appétit de pouvoir, ne tirer aucun profit personnel s'impose. Le transfert reconvoque une figure de l'enfance
afin de s'en déprendre. Le dépassement du transfert va permettre à l'apprenant, au-delà de l'acquisition des compétences techniques, d'accéder. Il va y avoir probablement 2 types de résistance. Côté médecin formateur, on peut craindre d'éventuelles réticences à devoir partager certaines de leurs prérogatives, telles qu'honneur, prestige, pouvoir, enjeux financiers. Le médecin est le gardien, le garant du savoir qui lui a été transmis par la faculté, par ses maîtres. Il s'engage personnellement en s'en faisant le passeur. Le médecin formateur peut être inconsciemment jaloux de son savoir, de son pouvoir et refuser d'avoir la générosité d'en céder une part à ses fils spirituels. Un good enough father serait un père suffisamment jaloux et suffisamment généreux vis-à-vis de fils à qui il transmet du savoir et qui vont le détrôner. Côté infirmier apprenant, il y a les difficultés à s'approprier un geste confié au seul médecin sans le soutien d'une hiérarchie médicale, ni la sécurité intérieure que confère l'expérience, les années d'études, surtout les diplômes faisant office de parcours initiatique et de validation. Endosser la responsabilité, être au sommet de la hiérarchie, peut être inducteur d'une angoisse existentielle, peut être déstabilisant. S'il est au sommet de la hiérarchie, qui lui reste-t-il comme figure protectrice, comme guide? Occuper cette place doit pouvoir s'adosser à un parcours de validation successive par des pairs et des pairs. PAIRS. À l'issue de la formation, l'apprenant doit se sentir légitime, posséder un geste technique sûr afin d'éviter de ressentir un sentiment d'imposture et d'usurpation. Sigmund Freud synthétise cette position avec la formule « too good to be true ». Aussi, cette délégation de tâches ne doit se faire que sur la base du volontariat. Alors, comment se comporter pour enseigner? Ce qu'il sera déterminant d'acquérir au cours de cette formation sera la capacité à lier la tradition avec l'imprévu, le contingent, l'inédit des nouvelles expériences. Autre point, donner est une position active, recevoir, mais dans une position plus passive qui pourrait être assimilée à une position féminine et serait de ce fait rejetée et susciter, surtout chez l'homme, un cabrement, une rébellion contre la position passive. À titre d'exemple d'une délégation de tâches réussie, celle du métier de sage-femme. Le genre est signifié sur le titre même.
et sage viendrait pacifier toute revendication, toute rivalité, toute protestation virile vis-à-vis du chirurgien. En psychanalyse, le savoir est toujours attendu de l'autre, ce que Lacan indique par son aphorisme, ce que le psychanalyste doit savoir, ignorer ce qu'il sait. Les deux positions, formateur et apprenant, sont détentrices d'un savoir à transmettre et chacun doit se mettre en position d'écoute et d'être enseigné par l'autre. Si chacun, formateur et apprenant, se met en position de chercheur, cela favorise une circulation de savoir plutôt qu'une transmission trop verticale. Le savoir doit circuler avec fluidité dans les deux sens. Chaque pays, chaque groupe, chaque apprenant est porteur d'expériences singulières, de savoirs spécifiques qui viennent enrichir le dispositif global. Le formateur sait qu'il n'incarne avant tout qu'un sujet supposé savoir et il accueille chaque nouvel apprenant avec une supposition de sujet. Magali, Le excusez-moi, il vous reste moins d'1 minute. Ça ira. Le formateur est ainsi une sorte de maître ignorant. Chaque formateur aborde chaque nouvelle formation en oubliant tout ce qu'il sait pour être en position de réceptivité et que chaque apprenant soit en position active de réinventer ce qui a déjà été mis au point par l'ALR. Formateurs et apprenants se mettent en position de chercheurs dans une sorte de fraternité chercheuse sous l'égide d'un maître le moins interventionniste possible. Alors, pour une dissémination optimale des savoirs, nous avons mis au point avec le docteur Ringeval une charte, un contrat moral pour les différents maillons de transmission du savoir qui va venir encadrer les droits et les devoirs de chacun, formateur et bénéficiaire, dans le but d'améliorer les conditions de bonne pratique de l'ALR sur le continent africain. Chacun des participants à cette formation gratuite aura à charge, quand il aura pratiqué un certain nombre d'actes, sur la base du volontariat, de transmettre à son tour. Cette charte a pour visée de créer du lien entre les différents acteurs du processus et vaudra comme contournement des résistances et comme valorisation de chacun. Le formateur, après chaque formation, s'engage à faire un retour d'expérience de ce qu'il aura appris des spécificités de chaque contexte. Se penser maillon d'une chaîne, grâce à la charte au service du bien commun, va venir contourner les deux types de résistance, aussi bien celle de médecins pères, qu'on peut penser jaloux de leurs prérogatives, et celle de fils, un peu trop angoissés et coupables à l'égard des figures détentrices du savoir et de l'autorité. Pour cela, il convient d'éviter la confusion des générations et un titre spécifique devra être décidé pour les infirmiers spécialisés en ALR qui aura pour enjeu de maintenir la verticalité et de préserver dissymétrie, altérité, différencier les places. Ainsi, le médecin reste médecin, l'infirmier reste infirmier, avec l'ajout d'une compétence spécifique supplémentaire. S'ajoutera un nom, une promotion, pour créer traçabilité, ancrage, historicité, filiation spirituelle, verticalité, et la charte sera signée par chacun qui aura valeur d'engagement
et prise de responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup Magali. Alors excusez-moi, donc je suis sur mon téléphone, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Magali. Donc ce que l'on voit dans les 2 dernières interventions, c'est qu'effectivement, dès lors qu'il s'agit de transférer des savoirs, transférer des compétences, dès lors qu'on est dans une position d'éducation, eh bien se pose la question du positionnement, de la posture, du partage, de l'écoute, de la bienveillance. Et donc, effectivement, si on doit travailler sur de transfert de compétences entre médecins, anesthésistes, vers des non-médecins pour la formation en anesthésie loco-régionale, il ne faut pas se foncer tête baissée, mais il faudra travailler avec des personnes qui travaillent dans les sciences de l'éducation, avec des psychologues, des psychanalystes, pour pouvoir faire ça de la meilleure manière et que cette formation soit dispensée de la façon la plus qualitative et la plus pérenne. Merci à vous. Je crois que nous sommes assez en retard. Donc, nous passons tout de suite aux questions-réponses. Et j'avoue que sur mon téléphone, je ne sais pas où trouver, je ne vois pas vraiment les questions-réponses. Donc, si par exemple, Xavier, tu veux prendre la main pour voir quelles sont les questions qui sont dans le chat, je suis intéressée. Il y avait une question tout à l'heure d'un médecin pédiatre, d'un chirurgien pédiatre de l'Afghanistan. Et on sait que nos amis de l'Afghanistan sont dans des situations de grande résilience pour faire face au contexte. Et il y avait une question donc sur la chirurgie. Est-ce que l'anesthésie loco-régionale peut être mise en place dans la chirurgie pédiatrique, selon quel format, et comment cette formation de formateur en anesthésie loco-régionale peut s'adapter à la pédiatrie? Je résume un peu parce que je n'ai plus la question sous les yeux. Je ne sais pas qui peut peut se répondre à cette question, sans doute toi, Xavier. Oui, bah merci Nathalie. L'anesthésie pédiatrique, comme de nombreuses spécialités d'anesthésie, peuvent bénéficier de l'anesthésie loco-régionale et c'est même un des atouts majeurs. Alors, pas forcément pour des procédures en anesthésie exclusive, ça dépendra de l'âge de l'enfant. Au-dessus de 7-8 ans, on peut commencer à faire de l'anesthésie loco-régionale exclusive, mais il vient aussi en complément des anesthésies générales qui seront plus faibles, moins longues, avec une réhabilitation et une récupération plus vite. Donc, il n'y a pas de spécificité sur l'ALR pédiatrique, si ce n'est qu'elle elle combine, elle mélange les deux en apportant les effets, les vertus de chacune des deux. Donc, en gros, de toute façon, on peut mettre de l'ALR dans quasiment toutes les spécialités chirurgicales, et en anesthésie pédiatrique, ça permet de faire des opérations très lourdes, comme des interventions digestives, urologiques, en complément avec de l'anesthésie pédiatrique, rendant ces anesthésies générales quasiment beaucoup plus légères, beaucoup plus courtes, beaucoup plus mieux tolérées. Notamment, j'ai l'expérience de maladies d'Hirschsprung ou de choses comme ça sur le côlon en pédiatrie, où les enfants de très jeune âge sont quasiment extubés en salle et n'ont pas enfin, vraiment un temps très court en salle de réveil et plus du tout en soins de suite, notamment parce que l'autre partie que l'on n'a pas exposée, c'est que le fait de faire une anesthésie loco-régionale permet l'absence de douleur en choisissant bien ses produits pendant 24 heures. Donc, on a aussi à la fois une action sur l'utilisation des morphiniques qui peut être dangereuse, chère dans certains pays quand les soins sont à charge des familles. J'étais un peu long, faut que je réponde plus court. Merci Xavier. Est-ce que je peux te laisser la main pour voir s'il y a des questions-réponses, enfin des questions, pas des réponses, mais des questions dans le chat, parce que sur mon téléphone, j'avoue que je ne sais pas où les trouver. Alors oui, il y a une question. Quelles sont les conditions pour bénéficier de la formation? Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais les questions les conditions de ces formations, bah, c'est déjà que la demande vienne du terrain, des endroits, qu'elle fédère le maximum
de gens ensemble. Pour créer une formation, il faut regrouper plusieurs médecins. C'est la logistique à mettre en place. Donc, plusieurs médecins, un groupe animé par la volonté de transmettre aux autres, indépendamment que ce soit du public ou du privé, essayer de fédérer un groupe qui sera le relais pour toutes les autres, parce que ce n'est pas en une seule session qu'on va pouvoir faire tout, mais vraiment identifier un groupe motivé qui a accès à l'ultrason, qui a accès aux produits et qui se met un petit peu en charge de transmettre aux autres. Voilà, c'est la condition principale. Après, vous pourrez envoyer les questions et on répondra individuellement pour pas trop déborder et surtout pour permettre à tous les intervenants de répondre, sinon je vais mobiliser la parole. Désolé. Le professeur Zoumenou voulait répondre, je crois. Vous posez une question. Vas-y, Eugène. Oui, merci beaucoup. Merci à Didier pour la réponse à cette question. Et si je m'en tiens à comment ça s'est organisé ailleurs et au Bénin, ce ne sont pas des initiatives individuelles. Généralement, pour fédérer, le mieux, c'est de passer par l'organisation des médecins qui existent dans le pays en anesthésie. Éventuellement, s'il y a une société locale d'anesthésie-réanimation, Société nationale d'anesthésie-réanimation, c'est peut-être de s'organiser à travers la société pour que ça soit bien organisé. Merci. Je vois une autre question dans le chat que j'ai réussi à voir, qui dit que est-ce qu'il est pertinent d'avoir des formations au niveau individuel ou régional? Est-ce que ça peut être utile pour l'ensemble du pays? Enfin, je traduis de façon un peu large. Mais j'avais vu tout à l'heure dans le chat qu'il y avait également une réponse à cette question. Mais je crois que la question porte sur comment est-ce qu'on peut changer les choses dans l'ensemble d'un pays si on forme les gens de façon individuelle ou de façon dans des centres régionaux. I think that Thomas can answer to this because Dr. Thomas, did you hear the question about would training at individual and regional centers in relevant countries be helpful? Or you still here? Bon, peut-être que sans la réponse de Dr Thomas, peut-être que Xavier, tu peux répondre en quoi, par exemple, la formation à Jos peut être utile à l'ensemble du Nigeria ou à la formation dans un centre tel ou tel peut être élargie et passer à l'échelle pour l'ensemble du pays. Ah, Dr Malo. Dr Malo, have you heard the question and could you please reply? You're on mute. Xavier, je pense qu'on n'entend pas, donc je pense qu'il vaudrait mieux que tu répondes. Dr. Malo, did you hear us? OK. Par exemple, de façon très simple, ce programme a bénéficié dans deux villes majeures au Nigeria, que sont Abuja et Jos. Et lors de notre dernière session à Maïdougouri, qui est dans le nord, en présence du professeur Sadiq, qui est le chairman d'anesthésie à ce niveau-là, nous avons créé au décours de cette session la société nigériane d'anesthésie loco-régionale et nous avons prévu une session dans les plus grandes villes du Nigeria afin qu'en emmenant à chaque fois les ambassadeurs des grandes villes afin que cette formation puisse se dupliquer, puisse se transmettre dans les provinces. Donc oui à cette question. Un training régional, de centre régional pourrait vraiment être très utile à hauteur du pays. C'est comme ça qu'on le conçoit. On conçoit des centres un petit peu référents dans lesquels les gens
se regroupent sur une formation, sur une méthodologie à former et deviennent eux-mêmes ambassadeurs pour former leurs pairs, de façon à ce que justement on puisse se retirer après et que les formations se fassent à l'intérieur du pays entier par les gens eux-mêmes, quoi. Oui, si j'ai répondu à la question. Dans la foulée, je pose la dernière question et ce sera la dernière parce que nous sommes très en retard. Sur combien de temps cette formation peut-elle être établie et comment faire pour accéder à la formation? Ce sera la dernière question. Xavier, si tu veux répondre encore. Ok. En fait, on sélectionne vraiment la volonté. Il faut vraiment que les gens soient motivés, ils soient actifs. Il y a tout un travail de préparation en amont et d'identification des soins, des centres qui sont pertinents. Il ne s'agit pas d'aller faire une formation qui coûte cher, que ce soit la chaîne de l'espoir, en logistique, en termes de temps et d'implication. Donc, il faut vraiment sélectionner un petit peu des gens qui ont accès. euh, Notamment aux échographes et aux produits d'anesthésie locale pour que cette formation soit directement suivie de mise en pratique et de changement des pratiques au quotidien. Généralement, on organise des sessions de 3 jours. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais il y a tout un suivi derrière. Il y a un suivi justement par les groupes WhatsApp, par les courbes d'apprentissage. Ça dure 3 jours et en fonction du dynamisme et de la volonté et de ce qui se passe, eh ben, on revient 6 mois après s'il y a des choses qui sont mal passées. Et justement, par cette approche d'apprendre à apprendre ou apprendre aux autres, on se base sur les référents locaux. Et le Nigeria, et avec le docteur Thomas Malo, est un exemple incroyable. Ils font des choses fantastiques, comme des prothèses de joues sous ALR, des blocs pour la douleur lors des césariennes. Donc, typiquement, oui, c'est des formations sur des sessions de 3 jours et que l'on suit voilà, on envoie des vidéos, des petites, comment dirais-je, des participations gratuites à des congrès internationaux. Il faut savoir ce que là, on fait en 3 jours. Nous, dans certains milieux ou dans certains congrès internationaux, on n'a qu'une matinée, aucune journée. Donc, à la fois, c'est pas beaucoup, mais en 3 jours, on peut faire passer beaucoup de messages. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a à nouveau une autre question sur le chat, mais on y répondra par écrit. Donc, on va s'arrêter là parce qu'on est très en retard. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Nous voulions vous parler de quelques événements qui seront organisés prochainement par l'initiative Future of Hospitals. Alors, je ne vois plus l'écran sur lesquels passent les slides. Donc là encore, je vais devoir faire appel à vous parce que… Alors voilà, à moins que Victoria nous montre… Voilà, donc Victoria, est-ce que… Voilà, donc sachez que l'initiative future des hôpitaux, de l'hôpital, voilà, organise le 17… alors, est-ce qu'on peut revenir sur les slides précédentes? Could you come back on the… Voilà. Le prochain webinaire aura lieu le 17 juillet à 14h heure CET. C'est l'intelligence artificielle en action et comment soutenir le personnel de santé dans les milieux à faibles ressources. Il manque le mot faible. Et donc, c'est un webinaire qui est organisé par l'AFD notamment. Donc ça, c'est le 17 juillet. Ensuite, effectivement, il y a d'autres événements en septembre. Nous aurons en septembre un webinaire sur la résilience des infrastructures dans les pays à faibles ressources, organisé, si je ne m'abuse, par The Climate Action Accelerator, et un séminaire web sur le cadre de qualité dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires, organisé par le réseau AKDN. En tous les cas, je vous remercie d'avoir participé puis alors voilà, oui, non, il faut que je vous dise aussi que le 88e congrès de la Fédération internationale des hôpitaux aura lieu à Genève en 2025. Et donc, vous êtes tous invités à vous inscrire si vous le souhaitez avant le 15 août pour avoir des prix réduits. Voilà, et vous avez les adresses
vous pouvez contacter la Future of Hospital and Health Systems Initiative. Merci en tous les cas de nous avoir écoutés malgré tous les problèmes de connexion et au Nigeria et à Marseille où je me trouve. Nous avons apparemment à Marseille un climat presque nigérian maintenant. Et donc, dans un monde qui change, eh bien, il faut savoir s'adapter. Et donc, ça sera peut-être le mot de la fin, c'est que dans un monde qui évolue, peut-être que l'anesthésie loco-régionale est aussi une mesure d'adaptation qui permettra de disséminer le savoir et de rendre la chirurgie et l'anesthésie accessibles à tous. Merci à la chaîne de l'espoir qui permet à Xavier Ringeval d'organiser toutes ces missions et qui les finance et qui les couvre. Nous espérons aussi pouvoir trouver d'autres partenaires pour poursuivre et étendre cette formation qui, on l'a vu, est extrêmement bien accueillie et extrêmement attendue par les pays africains et même par l'Afghanistan, de la part de la question que nous avons eue. Merci à tous nos participants, merci au professeur Ntsiri, merci au professeur Zoumenou, merci à Magali Tayeb-Cohen, merci à Sébastien Chamaillou, merci au docteur Malo. Merci à tous. Nous espérons que vous avez appris et que vous êtes intéressés et que demain, l'anesthésie loco-régionale pourra se poursuivre. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Merci Xavier. Merci Nathalie. Et à bientôt. Merci. Au revoir, revoir. merci à tous. À Merci, bientôt. professeur. Merci, Eugène. Merci, Nathalie. Merci, Magali. Merci, Sébastien. Thank you, Dr. Thomas. Thank you so much. Et merci à toute l'équipe des Geneva Sustainability Center, Victoria, Patricia, Aditi, Thomas, qui nous ont largement aidés sur le plan technique et organisationnel à organiser tout cela, malgré les conditions un peu hostiles. Au revoir, merci.